Je vais vous parler du processus de conclusion et de mise en œuvre du traité en question au Canada. Avant de regarder le détail, dans les quelques minutes que j'ai, des questions qu'il faut regarder, peut-être en vrac, les questions qui se posent pour parler de ça. D'abord, on a eu l'annonce de la conclusion des négociations pendant une campagne électorale fédérale. Alors, on peut se poser la question, quel est l'impact du fait que les négociations aient été conclues pendant qu'un gouvernement était finalement, que la Chambre était dissoute et faisait face à l'électorat canadien. D'autre part, pendant la campagne électorale, on a eu différentes positions. On sait que le nouveau Parti démocratique a annoncé qu'il allait rejeter le traité. Aurait-il pu le faire? Comment aurait-il pu le faire? On sait que Trudeau, finalement, lui, de son côté, a annoncé qu'il soutenait la conclusion du traité. Donc, ça enlève une question. C'est un peu moins... Les enjeux politiques sont moins compliqués de ce point de vue-là. Par ailleurs, le fait qu'il ait obtenu une majorité à la Chambre des communes, ça facilite dans notre système aussi beaucoup plus les choses. Donc, peu d'enjeux politiques de notre point de vue et j'irai rapidement là-dessus. Autre fait intéressant, c'est l'absence des provinces des négociations si on compare à la pratique qu'on a eue avec l'accord, la ECG avec l'Union européenne, où là, les provinces avaient été impliquées d'une façon beaucoup plus étroite dans les officines des négociations. Là, elles ont été gardées à distance. Alors, est-ce que ça a une incidence? On peut se poser la question. Et enfin, la question qui, nous, comme juristes, avec Richard, on en a déjà parlé, nous, c'est une question qui se pose d'emblée, c'est que techniquement, le traité, il n'est pas conclu encore. Et si vous lisez avec attention tous les communiqués de presse qui émanent de tous les ministères des Affaires étrangères, tout ce qu'on dit, c'est que les négociations sont conclues. Alors, en droit strict, il n'y a pas encore de traité qui a été conclu parce que le texte n'est pas arrêté. Le texte du traité n'est pas arrêté. Il n'y a pas eu signature du tout. Et si on compare, on a tous en tête, pour les plus jeunes, on trouve ça sur Internet facilement, l'image de la signature de l'ALENA il y a quelques années. On voyait les deux présidents, le premier ministre du Canada, assis formellement et signer un texte. Ça, c'est la signature d'un traité. Il y avait le texte juridique qui était là, on l'a signé. Alors, juridiquement, le fait que le traité n'ait pas été signé encore, ça enlevait toute difficulté au fait que c'était un gouvernement qui n'était pas... qui avait pas une Chambre des communes à laquelle répondre pendant les signatures parce que, bon, les négociations ont été arrêtées, mais il n'y avait pas d'engagement conventionnel formel qui a été pris par le Canada. Par ailleurs, en ce qui concerne le sens de cette pratique, avant d'atterrir sur le droit constitutionnel canadien applicable, en ce qui concerne le sens de cette façon de faire, ben c'est la même façon de faire qui a été suivie aussi pour la ECG. Au jour d'aujourd'hui, le texte formel de la ECG n'a pas encore été signé non plus. On a des négociations qui sont conclues. On a un résumé technique assez substantiel qui a été diffusé, mais reste que le texte formel n'a toujours pas été signé de l'accord. Et ça veut dire que les États ne sont même pas dans le début d'un engagement au plan juridique, en termes de droit des traités, à devoir s'abstenir de prendre des mesures qui frustreraient l'objectif du traité en attendant qu'il soit dûment ratifié. On est vraiment en amont de ça. Et là, ça devient intéressant parce que comme la pratique, en peu de temps, elle s'est répétée 2 fois, pourquoi? Enfin, on peut se poser la question. C'est certainement d'une part qu'il y a une forte demande de transparence de la part de la société civile, des universitaires, de tout le monde. C'est comme si, là, on veut tout de suite avoir le résultat des négociations avant même que les textes aient été complétés. Alors, la question intéressante, et là, j'ai pas de réponse, mais qui se pose, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une nouvelle forme de processus de conclusion de traités assez complexes, de traités multilatéraux. On a une espèce de pré-traité, les résumés techniques qui commencent à filtrer. On a, bon, comme juriste, il faut être prudent parce qu'on n'a pas vraiment la lettre et on peut difficilement se prononcer de façon définitive là-dessus. Mais bon, dans quelle mesure c'est pas une nouvelle façon de procéder pour conclure des traités? La question se pose et on peut penser que peut-être que oui. Et là, la pratique va presque plus vite que la vieille Convention de Vienne sur le droit des traités qui a de la misère à caractériser le statut de ce texte-là en ce moment. Alors, si on se tourne du côté du droit constitutionnel canadien, dans ses prises de position pendant la campagne électorale, Justin Trudeau a dit qu'il allait obtenir l'approbation du Parlement concernant ce traité. Bon.
très souvent, quand j'enseigne cette matière-là, je me rends compte que les étudiants connaissent mieux le processus de conclusion des traités des États-Unis que le processus de conclusion des traités du Canada. Puis je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes en général au Canada. On connaît très peu, en fait, la façon dont on fonctionne. En fait, c'est que notre façon de fonctionner est assez simple, voire simpliste. C'est très simple. Le gouvernement contrôle toutes les manettes pour la conclusion des traités, pour l'engagement conventionnel. Et donc, il n'y a aucune obligation en droit constitutionnel canadien de la part de Justin Trudeau d'obtenir l'approbation de la Chambre des communes par un vote, là, on ne parle pas d'une loi, mais un vote là, des députés, d'une majorité des députés, avant de formellement aller déposer des instruments de ratification auprès du dépositaire du texte du traité quand il y en aura un. Donc, aucune obligation de faire ça. Alors, si Justin Trudeau veut le faire, là, il s'est engagé. On est dans une dynamique qui est purement politique. Comme il a un Parlement majoritaire, ben ça va passer comme une lettre à la poste, donc il n'y a aucun enjeu. Formellement, il va y avoir un appel des députés, les députés vont se lever, ils vont être pour, mais bon, il n'y a aucun sens juridique et même politique à cet exercice-là. Et assurément, au stade de la conclusion du traité, il n'y a pas d'exigence de ce côté-là. Évidemment, c'est au stade de la mise en œuvre du traité où là, dans notre système juridique, dans notre système constitutionnel, il est important que les parlements compétents sur les matières visées par les traités se prononcent et votent des lois pour modifier le droit canadien, pour mettre le droit canadien en conformité avec les obligations internationales souscrites par le Canada dans ces traités-là. Traditionnellement, la vaste majorité, voire la totalité des obligations qui sont prescrites par des traités de libre-échange sont du ressort essentiellement du Parlement fédéral. Et donc, on a toujours eu des lois de mise en œuvre, des accords de libre-échange. On peut prendre l'ALENA, par exemple, loi de mise en œuvre de l'ALENA, où là, on avait une loi extrêmement complexe où il y avait une modification chirurgicale de l'ensemble de la législation fédérale pour intervenir dans l'ensemble des lois, pour mettre en conformité avec les lois. Le Québec, lui, a depuis quelque temps adopté des lois de mise en œuvre, des accords, mais ces lois de mise en œuvre ne comportent pas du tout de dispositions détaillées qui modifieraient la législation québécoise. C'est plutôt un endossement de principe de ces traités sans modification ponctuelle à la législation québécoise. Un dernier point, parce que là, vraiment, le temps file, mais un point intéressant avec le PTP, c'est le fait que ça interpelle une nouvelle procédure que le Québec a mis en place en 2002, en modifiant la loi sur le ministère des Relations internationales, qui prévoit que lorsqu'il y a un engagement international important qui est pris par le Canada ou par le Québec, ici par le Canada, et un accord de libre-échange, c'est un engagement international important. Avant que le Québec se déclare lié, et on ne sait pas trop ce que ça veut dire, le Québec se déclare lié, ça n'empêchera personne de conclure le PTP, mais bon, symboliquement, c'est que le Québec soutiendrait formellement et s'engagerait à mettre en œuvre ultérieurement et à appliquer le traité. Avant de pouvoir faire ça, le gouvernement doit obligatoirement obtenir l'approbation de l'Assemblée nationale. Alors, contrairement au processus qu'on a au fédéral, où Justin Trudeau a, de bonne grâce, décidé qu'il allait soumettre la question à la Chambre des communes, en droit québécois des relations internationales, pour prendre une expression forgée par Daniel Turp, il y a une obligation législative pour le gouvernement de soumettre le PTP à l'approbation de l'Assemblée nationale avant que le Québec puisse se déclarer lié à ce traité. Et donc, cette procédure va aussi devoir être suivie pour l'AECG d'ailleurs. Et donc, ce sont les différents aspects du processus de mise en œuvre des traités. Donc, plutôt technique, peu enjeux politiques du côté du Canada, puisqu'on a un gouvernement fédéral majoritaire. Si on avait eu un gouvernement minoritaire ou un gouvernement NPD, ça aurait été beaucoup plus compliqué de ce point de vue-là. Alors, voilà.